Bonjour à toutes et tous. Pour 70% des actifs, le niveau de pénibilité du trajet domicile-travail pèse dans le choix de postuler ou de rester dans une entreprise. Je lisais cette information cette semaine dans le baromètre 2024 du cabinet Alphabet, spécialiste de la mobilité en entreprise. Le déménagement d'une entreprise, c'est probablement le projet qui a le plus d'impact sur les conditions de travail des salariés. Il contribue à les fidéliser, mais il peut aussi contribuer à les faire changer de travail. Parfois, c'est même un des objectifs cachés d'un projet de déménagement, de réduire les effectifs. Heureusement, le dialogue social permet souvent d'accompagner un projet de déménagement de manière positive. Lorsqu'Arkea, filiale du Crédit Mutuel, a décidé en 2022 de regrouper ses sites parisiens sur Vincennes et de quitter La Défense et Val-de-Fontenay, les partenaires sociaux ont par exemple décidé d'attribuer une journée de télétravail aux salariés qui subissaient une augmentation trop importante de leur temps de trajet. Ils ont également négocié une prime d'aide au déménagement de 6 000 euros. Pas mal. Autre exemple, Adidas, un peu plus récemment, qui a quitté son site historique de Strasbourg en 2023 pour Paris. Énorme changement pour les salariés concernés et qui a négocié un accord prévoyant une revalorisation salariale de 15% pour les salariés strasbourgeois et un dispositif de travail hybride permettant aux salariés qui le souhaitent de venir sur le site parisien entre 3 et 8 jours par mois seulement, selon leur grade. Il y avait un aménagement au contrat de travail et donc les salariés pouvaient réduire le temps de présence sur le site. À l'heure du télétravail généralisé, la question du travail au bureau se pose de plus en plus souvent. Comment faire revenir les salariés au bureau? Vous avez peut-être entendu ces questions-là. Pourquoi faire d'ailleurs? On voit ainsi se développer les projets de flex office sur des modèles souvent standardisés par les cabinets de conseil spécialisés et trop souvent éloignés de la réalité des situations de travail. Là encore, le dialogue social et le rôle des représentants du personnel sont essentiels pour que les projets de déménagement ou de réaménagement tiennent compte des spécificités du travail et des besoins des salariés. Je suis Jean-Christophe Berthaud, directeur associé au sein du cabinet d'expertise, et je suis avec Diego Parvex, avocat associé au sein du cabinet Atlante. On est ravis d'être avec vous pour vous aider à rendre un avis et peser sur un projet de réorganisation ou de déménagement. C'est le thème de ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre du programme Les Incontournables, une série de webinaires que nous vous proposons depuis la rentrée tous les jeudis à 11h. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes et nous allons commencer par vous partager quelques conseils et retours d'expérience avant de répondre à vos questions. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser le chat sans problème. C'est fait pour ça, pour poser toutes vos questions. On y répondra à la fin du webinaire. En attendant, on va vous proposer de partager avec nous quelques commentaires, quelques analyses. Alors évidemment, vous pouvez utiliser le chat pour nous poser des questions. On va essayer d'y répondre. Il est possible qu'on n'ait pas le temps dans les 45 minutes imparties de répondre à toutes vos questions, mais on le fera par mail dans la foulée. Et puis, vous avez nos coordonnées. Donc, vous pouvez aussi nous contacter plus tard. Alors, Diego, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler le cadre légal en matière de réorganisation et de déménagement? Oui, bonjour à tous. Effectivement, la question du cadre légal va se poser rapidement, mais juste avant, peut-être se rappeler de quoi on parle. C'est-à-dire quand on parle de déménagement, on parle de quoi? Il y a plusieurs cas de figure possibles. On a listé 3 cas majeurs, les plus importants. Le déménagement de l'entreprise en elle-même, l'ensemble des salariés de l'entreprise vont quitter le lieu de travail qui est le leur pour un autre lieu de travail. Le déménagement d'un ou plusieurs services, là, ce n'est pas l'ensemble des salariés, mais une partie des salariés qui quittera potentiellement le lieu de travail. Ça pourrait être, pourquoi pas, dans le même bâtiment ou sur un autre site. Et puis, le transfert d'activité. C'est un service ou une activité qui est cédée par l'entreprise qui nous emploie à une autre entreprise. Et dans ce cadre-là, on peut rester éventuellement sur place. C'est le cas des externalisations. On va externaliser, par exemple, le service informatique qui va rester, mais c'est les salariés qui ne seront plus les salariés de la même entreprise. Mais ça peut aussi avoir comme conséquence un déménagement physique et c'est bien ça dont on parle. Alors, une fois qu'on a vu ces différentes situations, on peut se poser la question de savoir le droit, et notamment le Code du travail, il va nous permettre de faire quoi par rapport à un déménagement en tant qu'élu du CSE, en tant que CSE, en tant qu'instance. Quand on dit CSE, on évoque aussi, évidemment, dans la boucle, notamment la commission santé, sécurité et conditions de travail. Alors, deux prérogatives majeures qui vont s'appliquer ici. L'information-consultation. Alors, l'information-consultation, c'est le classique qui, effectivement, nous permet, en tant qu'élu du CSE,
d'exiger ou d'avoir de la part de l'employeur une information complète, écrite, loyale, sur un projet, avant une décision, donc, et sur un projet. Et ça va toucher évidemment la gestion, la marge générale de l'entreprise, comme le dit le texte, mais du coup aussi les conditions d'emploi, de travail, les aménagements importants qui vont modifier les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail des salariés. Ça, c'est l'article 2312-8 qui définit cette information consultation qui va pouvoir s'appliquer du coup au déménagement. Et puis, autre point important dans les prérogatives du CSE, l'expertise. Puisqu'il y a une expertise qui est possible, et c'est l'article 2315-94, deuxièmement du Code du travail. On vous cite aussi quelques jurisprudences qui viennent illustrer justement l'application de cet article. Expertise pour projet important modifiant les conditions de travail des salariés. Dernier point, il n'y a pas en soi, en tant que tel, dans le Code du travail, dans la loi, de cas spécifiques de consultation, d'information-consultation liés au déménagement. C'est vraiment le cadre plus général et notamment tout ce qui va relever finalement de la question de la modification des conditions de travail ou d'un projet, qui soit d'aménagement, de déménagement ou autre, qui aura des incidences sur les conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés. Dans ce cadre-là, l'information consultation, elle doit être préalable à la décision, elle doit être l'information complète, loyale et écrite. Il vous faut un délai suffisant. Attention, puisque ça rentre dans le cadre des délais préfixes, Jean-Christophe nous en parlera tout à l'heure, et une réponse motivée de l'employeur aux observations du CSE. On vous met là aussi quelques éléments qui permettent de dire à un moment donné, en tant qu'élu du CSE, en tant que CSE, ce projet que vous évoquez ou dont on a entendu parler, qui est manifestement un projet de déménagement, nécessite une information consultation préalable que l'employeur n'avait pas pensé faire, par exemple, ou n'avait pas voulu faire, ou lorsque l'employeur fait cette information consultation préalable, d'exiger le niveau d'information qui est le bon, c'est-à-dire une information qui va à la fois évoquer les raisons pour lesquelles on entend déménager, par exemple, mais aussi l'ensemble des objectifs qu'on a dans le cadre de ce déménagement, et évidemment le passage de l'organisation et du lieu actuel à l'organisation cible dans le lieu cible et toutes les conséquences que ça peut avoir sur les salariés. Point de vigilance, ce n'est pas tous les déménagements ou tous les aménagements qui ont donc comme conséquence ou comme préalable l'information consultation. On vous met quelques jurisprudences, notamment une, ou qui nous dit effectivement qu'un aménagement ou le déménagement d'un demi-étage à un autre ou l'aménagement d'un demi-étage supplémentaire pour un service n'est pas forcément considéré comme un projet qui nécessite une information consultation préalable. Ok, alors on va vous proposer un petit jeu, hein. Il y aura 2 ou 3 petites questions comme ça pendant la discussion. On aimerait bien savoir, alors c'est pas un quiz avec des bonnes et des mauvaises réponses, enfin là en l'occurrence il y a une bonne ou une mauvaise réponse, mais c'est pas une question piège. Est-ce qu'à votre avis l'employeur a le droit de communiquer sur un projet de réorganisation ou de déménagement auprès des salariés avant d'avoir consulté le CSE? Hein, c'est une question qu'on a souvent, qui fait d'ailleurs couler, j'imagine, beaucoup de jurisprudence. Diego, tu nous le diras. Mais on aimerait bien avoir votre avis là dans l'Assemblée. J'imagine qu'il y a un petit questionnaire qui a dû être lancé. Il a été lancé. Il y a beaucoup de réponses déjà qui s'affichent. Beaucoup de noms. Beaucoup de noms. L'employeur n'a pas de droit de communiquer, hein, c'est ça. Donc, du coup, t'as quoi comme réponse? Peut-être on peut faire si tu mets fin au truc. Ah ouais, voilà, tu les as les réponses là. Ouais, il y a essentiellement des noms. Essentiellement des noms. Alors, qu'est-ce qu'on en pense alors, Diego? Alors, si nous on répond, qu'est-ce qu'on répond? On va répondre non, par exemple. Ouais, bon. Alors, effectivement, si on évoque un principe, et il y a 74% de non. La direction, elle va pouvoir communiquer, mais pas tout et pas n'importe comment et pas à n'importe quel moment. C'est-à-dire que la réponse est du coup effectivement plutôt non, mais attention. La direction, elle va pouvoir communiquer auprès des salariés concernés sur un projet, et c'est déjà la première notion qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas sur une décision. Si la direction communique en disant on va déménager à tel endroit, à telle date, effectivement, ce n'est pas possible parce que ça voudra dire en fait qu'elle aura bypassé, elle sera passée outre l'information consultation du CSE, elle aura déjà décidé
souvenons-nous que l'information consultation du CSE, elle doit être préalable à la décision. Ça veut dire que si elle va communiquer, si la direction communique sur un projet, en fonction de la façon dont elle va communiquer, si elle insiste bien sur le fait que ce soit un projet de réorganisation et qu'on est dans une phase de consultation du CSE, alors effectivement, elle sera respectueuse de la prérogative du CSE et ne commettra pas délit d'entrave. Donc, effectivement, si jamais vous avez une direction qui communique, alors même que vous êtes en plein infoconsulte ou qu'elle va commencer, il faudra faire attention à voir ce que la direction dit, comment elle le dit. Est-ce que c'est une décision, un engagement ferme et définitif, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui relève du projet? Et ça dépendra du coup aussi de la façon dont la direction l'exprime. Merci beaucoup, Diego. Effectivement, c'était intéressant de clarifier ça. C'est souvent un sujet de discussion dans le cadre des informations, consultations, quand on intervient. Le premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, pas dire. Donc, c'était bien de le clarifier. Se pose aussi la question de dire, bon, bah, on est sur un processus d'information-consultation. Vous le savez, la consultation des représentants du personnel, c'est un processus obligatoire, mais la consultation n'est que consultative, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit de veto, il n'y a pas de droit d'opposition, ni droit de validation dans le cadre de cet avis. Donc, on a souvent ces questions de dire, mais à quoi ça sert finalement de rendre un avis? Parce qu'on le sait, souvent les projets qui vous sont soumis ont déjà bien avancé dans leur niveau de maturité et c'est un peu compliqué de faire bouger les lignes. On a tous cette frustration, hein, nous évidemment les premiers en tant qu'experts en analysant les projets, de voir finalement peu de changements à l'issue de la phase de consultation. Pour autant, on considère que c'est hyper important de rendre son avis. Pourquoi c'est important de rendre son avis? Parce que déjà, rendre son avis, c'est communiquer auprès des salariés. Communiquer auprès des salariés qui vous ont élus, qui vous ont donné un mandat, et donc leur dire, parce que vous avez bossé sur un projet, parce que vous l'avez analysé, parce que vous avez eu des conseils, ce que vous en pensez, c'est super important. En tant que représentant du personnel, en tant que salariés, ils sont tout à fait en attente de votre point de vue. En tant que salariés, les représentants du personnel ont un avis qui compte. Deuxième point, proposer des aménagements. Quoi qu'on en dise, même si on a du mal à faire évoluer les projets, on a quand même, et on est aidé par le droit, hein, puisque le comité social économique a le droit de faire des vœux, donc de proposer des aménagements à l'entreprise, et l'employeur devra y répondre de manière précise et écrite lors d'un prochain CSE. Souvent, on arrête la consultation au moment où on remet l'avis. Nous, on dit attention, la consultation, c'est pas quand on remet l'avis. La consultation, c'est quand l'employeur a répondu à vos avis. Donc, c'est au CSE d'après. Donc, pensez bien, quand vous avez fini votre consultation, au CSE d'après, de remettre un point à l'ordre du jour qui serait réponse de la direction aux vœux du comité social économique dans le cadre de la consultation sur le projet de déménagement ou de réorganisation. Et là, il sera obligé d'y répondre. Et donc, forcément, votre dossier sur la prise en compte de vos vœux va se construire au fur et à mesure des différentes consultations. Et puis enfin, c'est de motiver son point de vue. C'est de dire ce qu'on en pense et pas simplement de dire si on est pour ou si on est contre. Parce que justement, c'était un peu la question qu'on voulait vous poser, et c'est notre deuxième question. Lorsqu'il est consulté, est-ce qu'à votre avis, le CSE doit toujours dire s'il est favorable, défavorable ou s'il s'abstient? Est-ce qu'il est obligé de rendre son avis sous ce format-là, je suis favorable, je suis défavorable ou je m'abstiens, ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pendant que vous répondez, je complète sur un petit point par rapport à ce que vient de vous dire Jean-Christophe. L'intérêt qu'a aussi votre fonction et cette information consultation, c'est tout ce que vous avez dans le cadre de l'échange avec la direction, lorsque ça se passe au mieux évidemment, mais même quand ça se passe mal, l'appréciation que vous allez avoir d'un projet, elle va pouvoir éventuellement servir aux salariés à titre individuel dans des dispositions ou dans des difficultés qu'ils auront dans le cadre de leur contrat de travail, parce que le déménagement a une incidence forte pour eux personnellement, parce que effectivement ça s'accompagne par exemple d'autres choses qui seraient une modification du contrat. Le travail que vous allez faire, l'information que vous allez glaner, analyser, critiquer et les contre-propositions que vous pourrez faire, tout ça, ça peut alimenter des dossiers individuels. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que effectivement, le collectif, c'est le CSE, mais le collectif, sans qu'on s'en rende toujours compte, va souvent servir l'individuel et les salariés sont évidemment soucieux de la défense de leurs intérêts individuels aussi. Alors, on va voir ce que ça donne.
Impatient de savoir. Hein. Alors non, votre réponse est non à 63%. Bon, bravo. Donc, effectivement, 2 sur 3 sont dans le vrai. Ça ne veut pas dire que les autres, vous avez faux, hein, mais c'est vrai que souvent, on est amené à rendre un avis favorable, défavorable, abstention. C'est pas interdit, c'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de le faire de cette manière-là. Parfois, les employeurs insistent pour que le CSE remette son avis de cette manière-là. Je précise d'ailleurs que c'est souvent le conseil que donnent les cabinets de conseil auprès des directions en leur disant bah, tu sécurises ton processus en demandant un avis favorable, défavorable, abstention, au moins comme ça c'est clair. Mais ce qui est important de se dire, c'est que premièrement, il n'y a pas de formalisme prévu par le Code du travail. Vous remettez votre avis sous le format qui vous convient le mieux. Du coup, si on veut répondre aux enjeux qui sont de communiquer auprès des salariés, de proposer des amendements et de motiver son point de vue, vous voyez bien que rendre un avis favorable, défavorable ou abstention, ça ne permet pas d'atteindre ces objectifs-là. Donc, on vous recommande, nous, de préparer une délibération avant le CSE, hein, de se mettre en réunion préparatoire et de préparer la délibération pour dire ce que vous en pensez de ce projet, en distinguant bien toujours ce qui relève des faits, ce qui relève des sentiments, c'est-à-dire votre ressenti, et ce qui relève des opinions, c'est-à-dire votre point de vue. Hein, donc, essayez au maximum d'être sur les faits. Et dans la mesure du possible, alors on vous propose un exemple parce que c'est modélisant, on va dire, cette façon d'exprimer son avis. Vous voyez, le CSE constate, donc vous pouvez constater un certain nombre d'éléments factuels, d'analyses qui sont liés à l'expertise, qui sont liés à vos travaux, qui sont liés à vos observations. Le CSE rappelle, donc là, par exemple, un certain nombre d'éléments juridiques. Le CSE alerte. Bon, là, du coup, si vous avez relevé des risques, c'est là qu'il faut mettre l'ensemble des risques que vous avez pointés. Et puis, le CSE demande, et là, vous pouvez indiquer l'ensemble de vos vœux tels que vous pouvez les avoir, vos préconisations et vos souhaits. Et puis, vous mettez au vote cette délibération, hein, c'est important, et du coup, vous votez favorablement à la majorité des titulaires présents à cette délibération. Et donc, la délibération est adoptée et constitue l'avis du CSE. Hein, donc, c'est souvent la recommandation qu'on a. On pourra en reparler si vous voulez, mais j'avance pour qu'on puisse répondre au maximum à vos questions. Je vais aller très vite sur cette partie-là parce que vous aurez le support, mais on voulait quand même reposer un peu les enjeux de fond sur un projet de déménagement. C'est un projet qui est complexe, déjà, qui touche à de nombreux impacts sur les conditions de travail. Tout ce qui est ambiance physique de travail, bien sûr, les espaces de travail, les postes de travail en tant que tels, et puis les espaces communs, hein, tout ce qui est restauration, parking, les salles de réunion, etc. Par ailleurs, c'est des enjeux qui peuvent être parfois contradictoires entre les enjeux de l'entreprise. Hein, combien de fois on a des enjeux, y compris d'économie, hein, de coûts immobiliers, des enjeux stratégiques, des enjeux de réorganisation. Je disais en introduction que parfois certains projets de déménagement portent en germe des objectifs de suppression d'emplois qui ne sont pas dits. Hein. Quand on a des enjeux de mobilité des salariés, on se doute bien que tout le monde ne va pas accepter la modification de contrat de travail et que derrière, il y aura des suppressions d'emplois. Mais ça ne se dit pas. Donc, il peut y avoir ce genre d'objectif-là. Des enjeux pour les salariés, en termes d'environnement de travail, en termes de distance entre leur maison, leur habitation et le lieu de travail, en termes d'organisation du travail, de coexistence avec le télétravail, un certain nombre de sujets qui peuvent être là évidemment impactés. Et puis tout ce qui concerne l'articulation vie perso, vie pro. Donc on voit bien que tous ces enjeux-là sont susceptibles parfois d'être contradictoires. Il faut bien les avoir en tête. Et puis, deuxième gros enjeu, c'est les enjeux de calendrier, avec un enjeu de conduite de projet. Quand on parle d'un déménagement, faut prendre la décision de dénoncer le bail, prendre un nouveau bail, choisir un lieu, définir ce qu'on appelle le macro-zoning, c'est-à-dire l'implantation des espaces. Il faut faire le micro-zoning, c'est-à-dire combien de places on aura pour chaque poste de travail. Il faut organiser le déménagement, il faut faire un retour d'expérience. On voit bien que ça pose un vrai sujet qui est lié à notamment des éléments de calendrier en termes d'information, consultation. Et puis, je ne vais pas les commenter, mais on vous a mis quelques planches sur le flex office dont on parle beaucoup. Le flex office, hein, vous le savez, c'est organiser le travail différemment pour que le salarié se déplace dans le cadre de son activité de travail et change de lieu de travail s'il doit se concentrer, s'il doit bosser avec des collègues, s'il doit être en réunion, s'il doit être en visio. Donc, il y a des espaces de travail adaptés à chaque activité de travail. Et ça, ça pose tout un tas d'enjeux, y compris notamment ce qu'on appelle le taux de flex. Hein, tout le monde n'a pas un poste de travail. On utilise le télétravail comme un modélisateur de la présence au bureau et on se dit, si j'ai 100 salariés,
je vais avoir un taux de flex de 0,6, donc j'aurai que 60 postes de travail. Et puis quand les gens arriveront, parfois ils réserveront leur poste de travail, parfois ils se mettront là où il y a de la place. On voit bien que ces projets-là portent en eux un certain nombre d'enjeux en termes de conditions de travail qui sont un peu explicités dans cette slide, mais que je ne commente pas pour aller vite, parce que ce qui nous intéresse, c'est de répondre à vos questions, puis de vous apporter nos 5 conseils pour vous aider à vous en sortir, hein, Diego. C'est ça. 5 conseils, ça aurait pu être un peu moins, un peu plus, à chacun d'adapter en fonction de la situation de réalité à laquelle il est confronté. Ce qu'il faut avoir en tête, et on l'a déjà un peu dit, hein, c'est que l'information consultation, elle doit porter sur un projet, pas sur une décision. Je voyais dans le fil du chat certains qui posaient la question de savoir si, à partir du moment où il y avait déjà une mise en œuvre quelque part du déménagement, c'était déjà une décision qui était prise et donc un non-respect de la prérogative d'infoconsulte du CSE. Tout à fait. La mise en œuvre, ça veut dire qu'on a pris une décision et qu'on est en train de la mettre en œuvre. Donc, la direction, la façon la plus intelligente de traiter en information consultation un déménagement, c'est évidemment de séquencer finalement les informations consultation, en tout cas les informations échangées avec le CSE, et c'est évidemment en tout cas informer et consulter avant que les locaux ne soient trouvés, puisque trouver les locaux et indiquer que les locaux où on va déménager, c'est ceux-là, c'est déjà prendre la décision et du déménagement et du lieu dans lequel on va déménager. Donc, 5 conseils dans la façon d'échanger avec la direction et les demandes que vous pouvez formuler dans le cadre de cette information consultation. D'abord, c'est les raisons, les justifications du projet. C'est-à-dire que le constat que fait une direction à un moment donné de la nécessité de déménager, c'est ça qu'elle doit partager aussi avec vous en tant qu'élu CSE pour vous dire, voilà, on fait le constat que le loyer est trop cher, que le quartier est devenu dangereux pour les salariés, que il faut qu'on se rapproche des aéroports parce que notre activité s'est développée, on voyage beaucoup. Enfin, quelle que soit la raison et les justifications, elles doivent vous être données et expliquées. Il faut donc que, par rapport à un constat qui est fait initial, la direction soit en capacité de vous expliquer le bénéfice attendu du projet, les délais qui vont être appliqués à ce projet, mais aussi les bénéfices. C'est-à-dire, si on déménage, ce qu'on attend, c'est d'être sécurisé parce que l'on va dans un quartier plus sûr, c'est de se rapprocher de l'aéroport parce que les locaux qu'on cherchera seront à côté de l'aéroport, etc., etc. Donc ça doit vous être expliqué. Il faut aussi que la nouvelle localisation qui serait envisagée, alors là où l'est, parce qu'on peut vous proposer plusieurs alternatives, un employeur qui ferait très bien les choses, non seulement vous informerait sur les raisons et les justifications du projet de déménagement, mais aussi vous dirait, voilà, ce qu'on recherche, c'est quelque chose de cet ordre-là, pour telle et telle raison, comme on vous l'a expliqué, et du coup, voilà les différentes options de nouvelles localisations envisagées. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir les informations, en tout cas de les réclamer sur les nouvelles distances entre les domiciles et le travail, les questions des transports, l'existence de parking ou pas, la description éventuellement des locaux, la répartition des services dans les locaux, le macrozoning, le microzoning, l'aménagement intérieur des postes de travail pour chacun des salariés, la question du flex office, etc. En matière d'information-consultation, en tant que CSE, vous avez dans cette analyse de la marge générale de l'entreprise aussi complètement le droit et la nécessité, à notre sens, d'avoir des informations sur le coût et les impacts financiers, les économies attendues et le coût du déménagement. C'est-à-dire un déménagement, ça coûte à plusieurs niveaux. L'investissement qui est fait pour ce déménagement, c'est important que vous en connaissiez les montants, les différents postes dont il est question, et dans le cadre de l'objectif de ce déménagement, si c'est par exemple de faire des économies, c'est quelle économie, à quelle échéance et dans quelle proportion. La question de la conformité des locaux dans lesquels l'entreprise envisage d'emménager, de ce déménagement, il se fait vers où? Ces locaux, là, c'est tout le volet, on va dire, santé-sécurité, c'est toute la question des hauteurs et superficies de l'espace, les niveaux d'éclairage, l'accessibilité aux personnes handicapées, etc. Et puis, il va y avoir tout l'impact pour les salariés. Et tout cet impact pour les salariés, qu'est-ce que, à un moment donné, vous allez être en capacité d'analyser? Par exemple, le fait que tout le monde venait en voiture, il n'y aura plus de parking. Donc, si on ne vient plus en voiture parce qu'il n'y a plus de parking et parce que c'est mieux de ne pas venir en voiture, qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce que la direction est prête à mettre un système, par exemple, de ramassage à la gare en bus?
ce genre de choses, ou d'aide à la mobilité douce, par exemple, la direction met des garages à vélo, des prises pour les vélos électriques, etc., etc. Il y a les mesures d'accompagnement, comme évoquait tout à l'heure Jean-Christophe, qui peuvent être compris des primes de déménagement ou des choses de ce genre-là. En tout cas, c'est toutes les mesures d'accompagnement qui permettront de réduire un impact un peu négatif du déménagement et que vous allez pouvoir discuter une fois que vous aurez fait tout le travail finalement de compréhension, que vous aurez les tenants et les aboutissants de ce projet, dans la volonté, les raisons, la justification, l'objectif, mais aussi tous les impacts, tout le calendrier, tout l'avant, l'après, bref, une compréhension totale de ce projet. Dernier élément, et c'est la loi climat qui a introduit cette nouvelle prérogative vous concernant, c'est les impacts environnementaux. Vous devez avoir de la part de la direction une étude d'impact sur effectivement les conséquences et les déménagements à plusieurs niveaux d'impact en matière environnementale. La question des transports, évidemment, mais quel type de bâtiment on intègre? Est-ce que c'est un bâtiment, effectivement, qui est respectueux d'un certain nombre de consommations basses ou ce type d'aménagement? Donc voilà un peu pour les informations utiles et pertinentes que vous pourriez demander dans les grandes lignes. Une fois qu'on a dit ça, la question, et je l'ai abordée très rapidement, c'est la question d'éventuelles étapes nécessaires. L'idéal pour un déménagement d'expérience, et on l'a vu dans plusieurs déménagements, l'idéal, c'est vraiment 3 temps. La première phase de et donc c'est une première consultation, hein, c'est sur la décision de déménager, le principe de déménagement. Donc c'est savoir effectivement quelles sont les raisons qui poussent la direction à monter un projet de déménagement, à vouloir déménager. La deuxième étape, c'est celle qui va être l'étape préalable à la décision relative au lieu de destination. C'est-à-dire la première étape, c'est effectivement, on vous soumet l'idée d'un déménagement, vous nous rendez votre avis et on décide du principe de déménagement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on pourra, par exemple, dénoncer le bail en cours ou mettre en vente les locaux qui sont ceux de l'entreprise. Dans cette deuxième phase, c'est une fois qu'on a donc décidé du principe de déménagement, c'est pour aller où? Et donc, c'est aussi toute une série d'informations et d'échanges que vous devez avoir avec la direction sur ce terrain-là. Cette consultation, elle va permettre de définir en fait le type de lieu, voire même le lieu en tant que tel, et vous allez rendre un avis sur cette destination, ce qui permettra de prendre le nouveau bail, d'acheter les nouveaux locaux, de se projeter concrètement dans l'échange, dans la partie juridique qui validera le choix de l'entreprise après votre avis. Troisième étape, c'est l'étape qui est liée au déménagement en tant que tel, c'est-à-dire à justement le macro, le micro-zoning, à l'aménagement envisagé, au calendrier, à l'accompagnement des salariés dans ce cadre-là. Et c'est une fois que cette consultation sera intervenue que le déménagement physique et l'emménagement pourront se faire. Alors, on voit bien que ce temps-là, et merci Diego pour cette proposition, parce que vous le savez et on vous le rappelle, les délais d'information-consultation, à défaut d'accord, donc le législateur vous encourage à négocier les délais d'information-consultation, donc à défaut d'accord, c'est 1 mois sans l'expert, 2 mois avec l'expert et 3 mois s'il y a plusieurs CSE qui sont consultés. D'accord ? Donc attention là à bien penser dès le début, avant de commencer à discuter du déménagement, de comment on va faire, de comment est-ce qu'on aura assez de place dans chaque bureau, de savoir où on sera et où sera positionné tel ou tel service, de bien commencer à discuter du processus, de vous mettre d'accord dans la mesure du possible avec l'employeur sur le fait de dire on va faire plusieurs informations, consultations. Ça va l'arranger, l'employeur, parce que vous le voyez que les questions que vous vous posez sur à partir de quand il est en entrave et en train de mettre en œuvre son projet, est-ce que c'est quand il a dénoncé le bail, est-ce qu'il a quand il a pris à bail, est-ce qu'il a commencé les travaux, tout ça c'est pas très très clair. Donc plutôt que de se retrouver devant un juge dont on ne saura pas quel va être l'arbitrage, parce qu'il y a toujours l'aléa de la justice, il vaut mieux se mettre d'accord, y compris les cabinets de conseil auprès des directions recommandent aussi cette intelligence si on arrive à jalonner, on va dire, l'information consultation et le temps du projet. Évidemment, une direction ne voudra jamais que l'information consultation ralentisse son projet. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. On n'a jamais vu des entreprises qui disent du coup, c'est pas grave, on va laisser le temps à la consultation. Mais par contre, elles sont tout à fait souvent d'accord à ce que la consultation se déroule de manière phasée avec le projet de consultation. J'en termine vite parce qu'on voudrait quand même répondre à quelques-unes de vos questions. Faut que vous ayez en tête le fait qu'il n'y a pas tant que ça de prescrit dans le Code du travail en termes d'aménagement des espaces, en termes de bruit, en termes de poussière, en termes d'éclairage. Et donc, on est souvent obligé de se référer à ce qu'on appelle des normes.
qui n'ont pas valeur de droit, mais qui existent et qui sont importantes à connaître quand on est face à un projet de déménagement. Donc vous en avez deux et on vous renvoie à ces deux-là. Alors on ne va pas les présenter là, hein, on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de cet échange, mais il faut que vous les connaissiez. Donc il y a les normes de l'AFNOR. Il y a une nouvelle norme qui a été mise à jour et qui a été publiée en 2023, en février 2023. Et puis il y a le guide de l'INRS qui donne un certain nombre de recommandations et qui permettent là aussi d'avoir des jalons, d'avoir des recommandations en termes d'espace de travail, etc. Et souvent, quand on analyse les projets, on vous propose cette méthode à droite, hein, c'est de pointer tout ce qui est de criticité rouge, c'est-à-dire limite respect du Code du travail, hein, parce que même si le Code du travail est assez muet sur des contraintes en termes d'espace et de bruit, il y a un article qu'il faut avoir en tête, c'est le 4214-22, qui nous dit que les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leurs tâches sans risque pour la santé, leur sécurité et leur bien-être. Donc, vous voyez, en utilisant cet article, vous pouvez montrer en quoi les tâches, les tailles de bureau, les hauteurs, etc., permettent ou pas de travailler en sécurité et dans des conditions de travail satisfaisantes. Donc, il y a le rouge, il y a le jaune, ça c'est par rapport aux normes, et puis il y a le vert, c'est plutôt pas mal et on est en conformité avec les recommandations, y compris de l'INRS. Donc, ayez bien ces trois éléments-là, puisque on dit souvent, hein, les normes, c'est pas la loi. OK, mais les normes, elles servent quand même à faire respecter la loi. Donc, vous pouvez vous appuyer dessus. Quatrième conseil, hop là, ça tourne un peu trop vite, pardonnez-moi. Quatrième conseil, se répartir les rôles. Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de sujets. Tout à l'heure, tu nous as présenté les différentes étapes, donc elles sont à droite, un peu détaillées, mais on voit bien que parler d'un projet de déménagement, c'est parler de plein de thèmes. Donc, on vous rappelle, hein, il y a une CSSCT souvent, il y a parfois des représentants de proximité, on peut aussi créer des commissions ad hoc qui vont bosser sur le projet de déménagement. On peut se répartir les rôles à l'intérieur du CSE. Bref, pensez bien, parce que les délais sont courts, à réfléchir à qui peut faire quoi et comment on peut être aidé pour faire le tour de la question et rendre un avis aussi éclairé que possible à l'issue du délai. Et puis, faire respecter vos prérogatives. Et là, l'avocat intervient quand même. Et l'avocat intervient. Donc, faire respecter ses prérogatives, c'est finalement le recours au juge lorsque le reste n'a pas fonctionné, c'est-à-dire lorsque vous avez interpellé la direction sur un certain nombre de défauts d'information, par exemple, voire même de défauts d'information consultation tout court, et que la direction n'a pas réagi, il vous reste le recours au juge. Deux recours possibles, au civil ou au pénal. Au civil, l'intérêt du civil, c'est que c'est un moyen d'intervenir judiciairement, de saisir le juge plus rapide et qui permet éventuellement d'être dans l'action du moment du déménagement ou avant le déménagement, justement. Donc, soit on est, et on l'a fait en deux grandes familles, on a une information qui n'existe pas, on a encore moins de consultations, hein, c'est la ligne du bas, et à ce moment-là, on pourra saisir le tribunal judiciaire en référé, sur un trouble manifestement illicite, et l'idée, c'est d'obtenir deux choses, qu'une procédure d'information-consultation soit ouverte, mais qu'en attendant cette information-consultation soit ouverte, le projet soit suspendu. Donc, ça bloque l'employeur dans le projet tant qu'il n'a pas informé et consulté comme il doit le faire. Donc, ça, c'est une procédure en urgence, qui est une procédure rapide, et c'est tout l'intérêt, justement, de cette procédure. Deuxième cas de figure au civil, une information qu'on aurait, une information consultation ouverte, mais avec un niveau d'information très insatisfaisant, pas de réponse aux questions, pas de document d'analyse, bref, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour rendre un avis éclairé, comme le disait Jean-Christophe. Donc là, on va aussi saisir le tribunal judiciaire, c'est une procédure accélérée au fond, je vous passe les détails. L'idée, c'est d'obliger l'employeur à avoir la communication des informations dont on a besoin pour pouvoir rendre un avis. Et dans ce cadre-là, ce qu'on demande au juge également, c'est de proroger le délai de consultation, le délai qu'évoquait rapidement tout à l'heure Jean-Christophe, c'est-à-dire effectivement les délais dits préfixes fixés aujourd'hui par la loi et qui enferment finalement le cadre de l'information-consultation, puisqu'au terme de ces délais, vous êtes réputé avoir rendu un avis négatif, comme le dit la loi. Au pénal, là, on est plutôt dans le symbolique, parce que ça ne va pas intervenir aussi vite, et finalement, quand on aura une décision suite à une plainte pénale ou suite à une citation directe et que le tribunal correctionnel aura
statuer et donc condamner, c'est la demande qu'on fait en tout cas, l'employeur, et que vous aurez obtenu des dommages et intérêts, le déménagement, il sera réalisé depuis un moment. Et donc, c'est plutôt symbolique. Ça permet de se dire que, voilà, on a fait appel à la justice pénale, on a un dédommagement en tant que CSE, d'accord, et on a une inscription au casier judiciaire de l'employeur, puisque l'employeur, qui est une personne morale, a un casier judiciaire. C'est satisfaisant symboliquement, c'est moins satisfaisant pratiquement, entre guillemets, puisque on arrive un petit peu quand même après la bataille du déménagement. Ouais, c'est super intéressant, Diego. Justement, peut-être on peut répondre à deux, trois questions qui traitent. C'est ce que tu viens de nous présenter là à l'instant. Notamment, il y a des questions sur comment je fais quand, par exemple, l'employeur a déjà dénoncé le bail, voire déjà pris à bail. Souvent, cette phase-là, et je suis d'accord avec les remarques, elle est chantée, quoi, elle est court-circuitée, et l'employeur arrive avec des plans et une consultation avec voilà, quoi, la couleur de la moquette. Mais du coup, est-ce qu'il y a des voies de recours quand on a connaissance de prise à bail sans avoir été consulté? Alors, la voie de recours, elle peut être double, et je prendrai un exemple qu'on vous cite en référence dans les slides. C'est une entreprise qui, effectivement, dénonce son bail et choisit même quasiment le lieu de destination sans avoir informé et consulté son CSE. Elle le fait un peu à l'arrache sur le lieu de destination, mais qui est à peu près choisi. En tout cas, elle a déjà dénoncé le bail. Que fait le CSE? Le CSE, il constate l'entrave, donc il fait une action en justice à deux niveaux. Il fait une action au civil pour bloquer, c'est-à-dire pour suspendre et pour dire le déménagement ne pourra pas se faire si nous ne sommes pas informés et consultés sur la troisième phase de cette information-consultation qui doit avoir lieu. On n'était pas sûr que la direction veuille la mettre en place. Donc ça, ils l'obtiennent et l'entreprise est condamnée, y compris au civil, pour ne pas avoir respecté les prérogatives d'information-consultation avant la dénonciation du bail. Et il y a y compris une action pénale. Et dans le cas de figure que j'évoque, c'est un dossier qui était contre la société Altran, et je peux le dire, hein, c'est une décision publique qui est intervenue maintenant il y a quelques années. Il y a y compris les responsables, de mémoire, le DRH ou le PDG qui avait été condamné pénalement. D'accord. Donc, il y a des actions possibles, des actions dans la rapidité, dans le moment, pour essayer effectivement d'obtenir avant que le déménagement se fasse, puisqu'avoir les informations une fois que le déménagement est fait, bon, ça peut servir, mais c'est pas ça l'utilité. L'effet utile de la consultation n'est pas là. Donc, oui, il y a des actions à mener possibles. Ça passe par une décision majoritaire des élus titulaires du CSE, en CSE, le vote d'un mandat pour agir en justice, la désignation d'un cabinet d'avocats et le travail à faire derrière pour saisir le juge et le convaincre. Merci Diego. J'avais aussi une question d'un des auditeurs qui était de demander si il y avait besoin de consulter lorsqu'un projet concernait un déménagement temporaire. C'est-à-dire que dans mon site, j'ai des travaux qui vont avoir lieu, il y en a pour 3-4 mois, du coup je suis obligé de déménager les gens ailleurs, mais c'est temporaire, ensuite ils vont revenir une fois les déménagements faits. Est-ce qu'il faut une consultation du CSE? Alors, ça dépendra de la nature de ce déménagement temporaire au sens de est-ce qu'il porte des conséquences importante pour les conditions de travail des salariés. Si la réponse est oui, tout temporaire qu'il soit, il devra faire l'objet d'une information consultation. Donc toute la question, on travaille par faisceau d'indices, c'est-à-dire l'importance du projet de déménagement, on va la regarder par rapport au nombre de salariés qui sont concernés, par rapport à l'importance aussi des conditions de travail modifiées. Évidemment, ça, c'est au cas par cas qu'on l'analyse, puisque parfois on a des déménagements qui ne concernent pas beaucoup de personnes, mais dont l'impact sur les conditions de travail va être majeur pour un groupe beaucoup plus important. Je vous prends un exemple. C'est un petit service qui déménage, mais il est central dans les prises de décision et du travail du reste de l'entreprise. Et le fait qu'il ne soit pas au même endroit modifie lourdement les conditions de travail de gens qui ne vont pas déménager, mais qui pour autant, effectivement, seront impactés fortement. Et donc, une information consultation doit être ouverte dans ce cas-là, par exemple. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes pour répondre à certaines de vos questions. Alors, il y a David Klein, merci beaucoup, clin d'œil à toi, qui répond à pas mal de vos questions sur l'expertise. Donc, c'est super, ça nous aide et je pense que vous avez déjà pu avoir quelques réponses. Je fais un petit paquet de réponses sur l'expertise. Je fais bien le distinguo. Une des premières questions au départ, c'était de dire l'expert comptable. Attention, c'est pas l'expert comptable que vous désignez sur l'expertise, mais c'est un expert habilité
par le ministère du Travail. D'accord? Donc l'expert comptable n'a pas le droit d'intervenir sur ce type de mission-là. L'expert que vous avez l'habitude de désigner sur la politique sociale, sur la situation économique ou les orientations stratégiques, c'est l'expert comptable. Et l'expert habilité par le ministère du Travail intervient sur ce type de cas de réorganisation, de changement d'organisation. Et du coup, les honoraires de l'expert sont bien pris en charge par l'entreprise à hauteur de 80%. 20% restent pris en charge par le budget des AEP, le budget de fonctionnement du CSE. Et bien évidemment, c'est le CSE qui choisit son cabinet dans la liste des cabinets agréés. Il y a une question qui disait 2 mois, est-ce que ça suffit pour faire le boulot? J'ai envie de dire, quand on n'a pas le choix, on prend et on fait le boulot. Donc, tout dépend de ce qu'on arrive à faire. Je pense que si vous mettez en place nos conseils, c'est-à-dire de se répartir le boulot, notamment de confier à la C2SCT le travail sur les conditions de travail pendant que vous êtes un peu plus sur des sujets stratégiques et orga, où vous répartissez le boulot. L'expert, lui, c'est son travail de travailler dans ces délais-là. Donc, j'ai envie de dire, on s'est organisés tous, les confrères, pour répondre à vos demandes dans ces délais-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit négocier les délais. Moi, j'ai en tête l'exemple d'une entreprise où on a mis en place une commission pour accompagner le projet de déménagement qui se réunit tous les 3 mois pendant 1 an et qui, du coup, travaille avec l'équipe projet et des élus du CSE, donc pas tous les élus, mais une partie des élus, pour suivre le déploiement du projet. Et l'expert intervient pour présenter des notes techniques tous les 3 mois à cette commission. Et à la fin, il y a une expression de l'avis du CSE. Donc c'est un autre format, là. On n'a pas fait 3 avis, on a fait un seul avis, mais qui arrive à la fin de la procédure et avec des thématiques de commission qui ont été du coup accompagner le projet de déménagement. Donc voilà un certain nombre de sujets. Il y avait des questions sur qu'est-ce qu'il faut suivre? Mais ça, tu nous as un peu listé tout à l'heure les informations à demander. Mais qu'est-ce qu'on peut négocier? Parce que tout à l'heure, en introduction, je parlais des exemples parce qu'en fait, là, on parle de consultation, mais derrière, il y a éventuellement un plan d'adaptation. Est-ce qu'on peut négocier des choses? Qu'est-ce qu'on peut négocier dans le cadre d'un projet de déménagement? Tu as vu des choses, toi? Alors, on peut tout négocier, en fait, sur le papier. Après, ça dépendra d'un certain nombre de conditions qui sont les conditions de la négociation, c'est-à-dire à quel point l'employeur veut que ça se passe bien et qu'il aille vite, à quel point les impacts sont importants pour les salariés. Donc, les négociations, elles peuvent être, ça va de la prime de bon déménagement à un certain nombre de mesures qui pourraient être, par exemple, sur le temps de travail. Les distances sont plus longues, donc on permet, par exemple, d'avoir des plages horaires d'arrivée, des plages horaires de départ, où on met en place, pourquoi pas, on pourrait imaginer des mécanismes de garde d'enfants parce que le trajet est plus long, donc il faut partir plus tôt, donc les enfants ne sont pas encore à l'école. Voilà, ça dépend beaucoup évidemment de la taille de l'entreprise, de sa capacité financière à assumer un certain nombre de choses de ce type-là. Mais on peut vraiment avoir des choses de très, très, très différentes en fait, en fonction du besoin aussi et de ce que et du poids que vous arriverez à mettre dans une discussion, une négociation qui est celle-là, évidemment. Alors, on a souvent effectivement des sujets pour accompagner la mobilité, ça c'est sûr, y compris avec les sujets environnementaux dont tu parlais tout à l'heure. Le forfait mobilité, c'est souvent un dispositif qui est activé par les entreprises au moment d'un déménagement. Mais on peut aussi effectivement regarder des choses à l'intérieur de l'entreprise. On parlait du flex, le taux de flex, entre guillemets, se négocie. On peut argumenter, discuter. Enfin, j'ai vu dans le chat que dans certaines entreprises, on avait commencé à 0,8, on est peut-être passé à 0,6. Et puis, vous l'avez bien en tête, c'est-à-dire que derrière ces sujets-là, le télétravail arrive aussi comme un modélisateur, un modérateur du taux de flex ou du taux d'occupation des bureaux. Donc, discuter et négocier les modalités de mise en place du télétravail, l'indemnité aussi pour les télétravailleurs, partager. Vous avez plusieurs fois aussi, certains disaient, oui, mais il y a une balance coût-gain en faveur de l'entreprise qui fait des économies de loyer et qui déporte le coût sur des salariés qui vont bosser chez eux. C'est vrai, du coup, comment on compense et comment on équilibre cette balance coût-gain entre les salariés. Donc oui, il y a pas mal de choses à négocier. Il y avait une question sur le droit d'alerte économique. Alors oui, bien sûr, il y a d'autres
d'autres prérogatives qui sont les vôtres que vous pouvez utiliser en même temps. Le droit d'alerte économique, le déménagement où on est inquiet pour la pérennité de l'entreprise, où il y a des faits qui constituent un fait préoccupant par rapport à la situation économique et la pérennité de l'entreprise, oui, bien sûr, vous pouvez déclencher une procédure d'alerte économique qui sera, je le rappelle, pas suspensive par rapport au projet de réorganisation. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la procédure de risque grave. Si vous constatez, une fois que le déménagement est mis en place, que vous n'avez pas été consulté, plutôt que de demander une consultation alors que c'est passé, vous pouvez aller chercher tout ce qui va montrer que les salariés dans leurs nouveaux locaux ont des conditions de travail dégradées et faire valoir vos prérogatives à l'expertise risque grave, qui est aussi une expertise que vous déclenchez pour le coup à votre initiative. Voilà, donc plein d'outils, plein de sujets sur lesquels vous pouvez agir. Une petite réponse à une question qui était: est-ce que tous les CSE, on parle d'infoconsult, on parle d'expertise, évidemment pas tous, malheureusement. Bien sûr. C'est les CSE de plus de 50, de plus de 50 salariés. Dans des entreprises de plus de 50 salariés qui ont ces prérogatives. Les CSE de moins de 50 ne les ont pas. Une autre question, on est sur la fin là. Ouais, on a fait le tour. Alors évidemment, j'en ai raté plein là dans les. J'ai essayé de les regrouper, toutes mes excuses, parce qu'on essaye de suivre le chat sur le téléphone en même temps que on répond et on présente. Donc, on va faire de notre mieux pour répondre a posteriori à vos questions. Vous avez vu le dernier petit sondage. C'était pour savoir si vous vouliez être appelé. Évidemment, on va organiser les choses de manière à ce que celles et ceux qui ont répondu oui soient rappelés dans des délais courts. Vous avez vu nos coordonnées, Diego Parvex du cabinet Atlante, Jean-Christophe Berthaud du cabinet Secafi. N'hésitez pas à nous contacter, soit par l'intermédiaire de nos sites internet ou en utilisant nos coordonnées. En tout cas, merci vraiment beaucoup de votre attention. Merci à tous d'avoir été présents. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, pour la suite, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le flex. Vous avez vu que je suis passé vite sur le sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur, que je traite souvent. Mais bon, j'ai fait un peu l'impasse parce que le temps nous était compté et que tout le monde n'est pas concerné par ce type de projet. Mais on fera peut-être un webinaire sur le flex office. Tenez-vous informés. Tous les jeudis, webinaire Secafi avec Atlante en règle générale, qui est notre partenaire sur les aspects juridiques. Donc, du coup, tous les jeudis à 11h sur différents sujets. Donc, restez connectés avec nous. Et puis, je vous rappelle, le 2 octobre, si vous ne l'avez pas, l'information, le 2 octobre, gros événement où on présentera les résultats de notre enquête nationale sur les risques psychosociaux des représentants du personnel. C'est un métier à part entière, c'est un métier à part avec des systèmes d'exposition, des modalités d'exposition spécifiques. On n'en parle pas assez. Et donc, on vous présentera les résultats. C'est une présentation qui sera faite à l'Auditorium du Monde le 2 octobre. Il est encore temps de vous inscrire. C'est sur notre site internet. Voilà, merci beaucoup. On vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.